À la une de ce journal, tradition respectée pour la municipalité de Libreville. Dans le cadre de la journée citoyenne, les agents municipaux se sont déployés à travers les artères de la ville. Ce sera dans quelques instants. L'église de réveil en question du côté du département d'histoire de l'université Omar Bongo, c'était à l'occasion d'une conférence organisée ce matin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Dans le cadre de la journée citoyenne, les agents de l'hôtel de ville, bien que déployés à travers les artères de la ville, font face à de nombreuses difficultés dues à l'incivisme des populations dans certains quartiers, ce qui complique leurs tâches. Reportage. Du côté de l'hôtel de ville de Libreville, la tradition a été une nouvelle fois respectée. Plusieurs agents municipaux, du reste ceux en charge de l'environnement, se sont déployés dans les artères des 6 arrondissements de la capitale gabonaise afin de procéder à la collecte et au ramassage des ordures, débroussage des hautes herbes par-ci, écurage des caniveaux par-là. Tout ceci concourt parfaitement à combattre le phénomène de l'insalubrité à Libreville, car la propagation des ordures ménagères et industrielles est souvent l'une des causes de la pollution de l'environnement. Pour atteindre les objectifs visés par les plus hautes autorités, l'implication de l'ensemble des couches sociales de la société s'impose dans ce challenge. Malheureusement, aujourd'hui, le constat est tout autre. Les populations s'inscrivent toujours aux abonnés absents alors qu'elles sont complices et à l'origine de l'insalubrité que connaissent plusieurs des villes gabonaises. Le gouvernement tout entier se doit de prendre le taureau par les cornes afin que cesse cet immobilisme. Les campagnes de sensibilisation quasi permanentes doivent se suivre, histoire d'imprégner plus d'un sur les risques encourus et leurs conséquences. Je vous l'annonçais à l'instant, le département d'histoire de l'université Omar Bongo a organisé une conférence avec pour thème Église de réveil en question. La communauté scientifique, par ses échanges avec la communauté estudiantine, voudrait éveiller les populations à une meilleure lecture des Saintes Écritures. Reportage. Église de réveil en question, c'était le thème de la conférence débat organisée par le département d'histoire de l'université Omar Bongo. Un croisement d'opinions scientifiques à partir de l'anthropologie, la sociologie, l'histoire et la théologie. La présentation théologique aura servi à donner une définition de l'Église au-delà des évolutions, l'intérêt majeur étant de montrer pourquoi l'Église de réveil est en perpétuelle reformation. Il y a eu d'abord l'Église primitive, il y a eu ensuite l'Église catholique romaine qui a vécu au XVe siècle une scission qu'on a appelé la réforme ou la réformation avec le protestantisme. Et du protestantisme sont sortis tout ce qu'on a appelé comme l'église baptiste, l'église méthodiste, l'église évangélique et l'église pentecôtiste. Donc le sujet était simplement l'intérêt était de montrer, on va dire, l'élément dynamique qui fait que l'église soit en perpétuelle reformation, en perpétuelle construction. Cela part effectivement de son auteur, Christ lui-même, qui avait dit « Je bâtirai mon église », sans pourtant dire que j'avais fini de la bâtir, mais je bâtirai. Donc là déjà, il jetait les bases d'un projet continuel, d'un projet permanent. Et la manifestation de ce projet, effectivement, c'est le fait de l'église de réveil, ici au Gabon. La crise actuelle que connaît l'Église catholique et la prolifération des églises de réveil sont autant des questions abordées au cours de cette conférence. Sans pourtant condamner ou bien diminuer les réalités d'églises, que ce soit les classiques comme l'Église catholique ou l'Église pentecôtiste et de réveil au Gabon, nous sommes restés sur le fondement même qu'est l'Église de réveil. Le réveil, en fait, c'est une rupture avec une pratique ancienne, une pratique ambiante, mais dominante, mais qui possède en elle, on va dire, des erreurs, des excès, des abus, voire des déviations. Et donc, le mouvement de réveil, en fait, c'est ce mouvement à l'intérieur de l'Église qui recherche à revenir aux sources même, à revenir aux fondamentaux de l'Église et à permettre aux croyants
de vivre une foi beaucoup plus, on va dire, honorable, parce que la parole n'est pas opposée à la loi, la parole n'est pas opposée à la société. Et si aujourd'hui, l'église de réveil, dans sa manifestation gabonaise, est beaucoup plus décriée, est beaucoup plus scandaleuse, mais c'est simplement parce qu'il y a, on va dire, une non-conformité de ces leaders religieux, une non-conformité de ces croyants actuels à ce que la Bible enseigne. Selon un des conférenciers, les églises pentecôtistes au Gabon, dans leur relation avec les traditions locales et les autres formes d'églises, excellent dans la diabolisation des traditions locales. Le problème, c'est que toutes ces églises aussi ont un rapport de diabolisation avec les traditions locales. Et je me suis évertué à rappeler qu'au niveau des catégories de pensée, des schèmes de pensée, il n'y a pas une différence fondamentale entre l'imagination pentecôtiste et les religions locales. La question de la maladie, les causes de la maladie, la manière de traiter une maladie par exemple, sont pratiquement les mêmes. Vous allez voir un pasteur, le mal c'est l'autre, vous verrez un ganga, c'est exactement la même chose. Je ne disais pas ça simplement pour diaboliser, c'était pour rappeler l'une des forces de ces églises-là, parce qu'elles semblent s'approprier les imaginaires locaux et les retraduire pour mieux être en phase avec les réalités locales, sur tous les points. La communauté scientifique, en initiant de telles rencontres croisées de connaissances et d'analyses, voudrait éveiller les populations et bien entendu les étudiants à une meilleure compréhension, voire une meilleure lecture des Saintes Écritures. L'État, pour sa part, devrait réguler afin d'assurer le respect du pacte social, celui des lois locales et du pays. À Port-Gentil, point de presse de la Confédération démocratique des syndicats autonomes sur la situation précaire que connaît actuellement la société SAFTRAM. Le CDSA, Conseil démocratique des syndicats autonomes, a décidé de ressolliciter le tribunal. Média Plus. C'est la salle de réunion de la Chambre de commerce de Port-Gentil qui a servi de cadre au point de presse de la Confédération démocratique des syndicats autonomes, de son sigle CDSA, qui tenait à passer un message important à propos de la situation de SAFTRAM qui semble se dégrader au fil des jours du fait de certaines observations faites. Tous autant que nous sommes ici, ne serait-ce que par tous les moyens de communication, nous sommes informés de la crise sociale qui mine la société SAFTRAM. Actuellement, ce que nous constatons, c'est qu'au lieu de redresser la société, au lieu d'être sous la gestion de redressement judiciaire, mais nous constatons plutôt que ça a basculé vers l'administration judiciaire. Le mandat du syndic est de 18 mois. Nous sommes à 4 mois. Depuis 4 mois, le constat est simple. Le syndic n'a pas pu organiser le travail. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le syndic vient gérer les moyens existants, avec les contrats déjà existants. Mais après les 18 mois, que deviendra SAFTRAM? On va tout droit à une faillite. Au regard de tout cela, le dit syndicat a pris des résolutions, entre autres faire appel, le dit problème ayant déjà été porté au tribunal de Port-Gentil. Nous avons opté à ressolliciter le tribunal. Donc le syndicat viendra désormais en intervention volontaire. C'est une autre procédure pour appuyer la requête de l'employeur auprès de la cour d'appel. À l'endroit des plus hautes autorités du pays, ce message est adressé. Nous nous rappelons que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo, avait dit qu'il ne pourra être heureux que quand il se rendra compte qu'il n'y a pas un seul Gabonais qui soit abandonné à lui-même. À Port-Gentil, ici, nous sommes en train de connaître vraiment des difficultés. Les sociétés se ferment de gauche à droite, le chômage augmente, et nous invitons à ce que l'autorité puisse agir. Non à la liquidation judiciaire pour laisser place au règlement préventif, c'est le message fort de la Confédération démocratique des syndicats autonomes ce jour.
En religion, face à la montée vertigineuse du phénomène des fausses informations, fake news, l'Église catholique du Gabon a organisé durant 2 jours la première édition des journées diocésaines des communications sociales. L'objectif principal étant de permettre le renforcement des capacités du journaliste des médias catholiques en matière de traitement de l'information. Pierre Parfait, Mbadikoum. L'Église catholique du Gabon a organisé du 1er au 2 juin 2018 la première édition des journées diocésaines des communications sociales qui font suite à la journée mondiale des communications sociales initiée le 13 mai dernier. C'est sous le thème « La vérité vous rendra libre, fausses nouvelles et journalisme de paix » que l'abbé Serge Patrick Mabikassa et de nombreux journalistes des médias catholiques ont échangé. Depuis le Concile Vatican II, les catholiques sont invités à participer à la journée mondiale des communications sociales. Au cours de cette journée, placée sous l'égide de la communication, les chrétiens sont invités d'une part à découvrir les médias et les supports de la communication proposés par l'Église. D'autre part, à prier pour les hommes et les femmes professionnels de la communication. Et enfin, à récolter des fonds pour soutenir les services archidiocésains ou diocésains de l'information et de la communication. Le programme de la première journée comptait 2 axes essentiels. La présentation du message du pape François portant sur la lutte contre les fausses nouvelles et asseoir un journalisme de paix dans un monde où le phénomène des fausses nouvelles, les fake news, se développe notamment grâce aux réseaux sociaux. Une thématique évoquée largement par le Saint-Père lors de la 52e journée mondiale des communications sociales. Les personnes, et notamment les journalistes, à dialoguer de manière sincère pour que puisse émerger la vérité qui seule rend libre. Le pape François invite à promouvoir un journalisme de paix, sans duperie, hostile aux faussetés, aux slogans à effet et aux déclarations emphatiques. Dans ce message de la 52e journée mondiale des communications sociales, le pape défend le journaliste en disant qu'il est un gardien des nouvelles. Pour le coordonnateur commission médias catholiques, l'identification d'une fausse information relève d'un travail journalistique. Plusieurs questions doivent être soulevées afin d'identifier la véracité d'une information avant de la diffuser. La 2e et dernière journée. Nous poursuivons avec cette déclaration du CILTEG suite à l'augmentation du prix des produits pétroliers. Le syndicat des transporteurs terrestres dénonce cette augmentation en demandant tout simplement son annulation. Aussi annonce-t-il le dépôt d'un préavis de grève dès lundi 4 juin 2018. Écoutons le président, il est au micro d'Arnomba Bokoum. Déclaration des syndicats du secteur des transports terrestres et des administrations publiques relatives à la hausse abusive des prix du carburant. Les opérateurs économiques du secteur des transports terrestres ainsi que des administrations publiques et l'ensemble des consommateurs des produits pétroliers, essence, gasoil, gaz butane, sont surpris de manière régulière depuis plus d'1 an par des augmentations sans cesse plus élevées des produits pétroliers. Pour la seule période de mars à juin, la hausse est considérable, voire tableau. Ces augmentations successives à une fréquence infernale et d'un niveau désormais inquiétant nous interpellent gravement sur la forme et sur le fond. Sur la forme, toutes ces augmentations sont opérées sans aucune forme de communication, ni envers les partenaires sociaux, en vue de leur fournir des explications pouvant justifier cette hausse continuelle, ni même envers l'ensemble des consommateurs et des populations gabonaises pour édifier l'opinion nationale. Les augmentations sont opérées nuitamment, consacrant un passage en force
des pouvoirs publics sans aucun égard pour les opérateurs économiques et les consommateurs qui vont subir de manière impuissante les conséquences de ces mesures. Sur le fond, nous pensons que le gouvernement, qui se cache derrière l'application du mécanisme d'indexation, ne fait qu'augmenter sans scrupule sa part de recettes dans la structuration du coût des produits pétroliers, car la fluctuation conjointe du baril et du dollar ne justifie pas l'écart des hausses constatées, alors même que le coût à la pompe n'a jamais baissé suite à une baisse du cours du baril. Nous pensons que le gouvernement, qui cherche des nids de financement en jouant sur la structuration des coûts, qu'il n'a d'ailleurs jamais publié, et il en résulte les conséquences suivantes. 1. L'asphyxie à terme des secteurs d'activité à forte consommation de produits pétroliers. 2. La mise en difficulté de l'ensemble des populations gabonaises qui subiront le contre-coup des conséquences de l'augmentation abusive des prix des produits pétroliers. Et 3. Un risque élevé d'augmentation des tarifs de transport. Par conséquent, nous demandons l'annulation pure et simple de cette dernière augmentation, l'organisation d'une concertation entre les différents départements concernés et l'ensemble des partenaires sociaux, et décidons de ce qui suit. 1. Le dépôt d'un préavis de grève générale dès lundi 4 juin 2018. Et 2. L'organisation d'une mobilisation générale élargie à l'ensemble des travailleurs et des populations gabonaises samedi 9 juin 2018. Trop, c'est trop. Je vous remercie. À l'international, les États-Unis ont opposé leur veto vendredi à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant l'utilisation de la force par Israël contre les civils palestiniens de la bande de Gaza. Reportage. La résolution appelant à protéger les Palestiniens, bloquée par le veto américain. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, seuls les États-Unis ont voté contre. Pour les Américains, le texte qui désigne Israël comme principal responsable des violences à Gaza ne tient pas. La résolution présentée par le Koweït montre un parti pris grossier et biaisé de ce qui se passe à Gaza ces dernières semaines. C'est le Hamas qui incite à la violence le long de la barrière de sécurité et qui infiltre ses combattants au milieu des civils, utilisant délibérément des personnes innocentes comme boucliers humains. Ce projet appelait à considérer des mesures garantissant la sécurité et la protection des civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Parmi les autres membres du Conseil de sécurité, outre les 4 abstentions, 10 ont voté en faveur du texte, dont la France. Ce silence n'est ni acceptable, ni même compréhensible. Il n'est pas compréhensible pour le monde qui nous regarde et jugera sévèrement notre inaction. Il est désastreux enfin pour la crédibilité même de ce Conseil. Une seconde résolution proposée par les États-Unis a été bloquée. Elle reproche au Hamas les violences récentes à Gaza et mentionne le droit d'Israël à se défendre. Seuls les États-Unis ont voté pour, récoltant 11 abstentions, tandis que le Koweït, la Bolivie et la Russie ont voté contre. Depuis la fin mars, près de 220 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens, la majorité le long de la barrière de sécurité israélienne. Sous pression internationale depuis sa réélection contestée, le président vénézuélien Nicolás Maduro a fait libérer vendredi 40 prisonniers politiques dont de nombreux opposants. Certains restent tout de même sous étroite surveillance. Reportage. Recroquevillé sur sa canne, ce prisonnier opposant politique à Nicolás Maduro s'apprête à être libéré. Ce vendredi, 39 détenus ont été remis en liberté par le pouvoir. La présidente de l'Assemblée constituante assure que d'autres suivront. C'est avec joie que nous annonçons le début de ce processus. Dans les prochaines heures, avec la Commission, le corps judiciaire, le procureur général et le défenseur des droits, nous continuerons à travailler et annoncerons le même type de mesures pour d'autres prisonniers. Daniel Ceballos fait partie de ceux qui ont été libérés. L'ancien maire de San Cristobal avait été arrêté en mars 2014 lors de protestations contre Nicolás Maduro. Le sort de Leopoldo López reste lui en suspens.
Cet autre dirigeant de l'opposition avait été condamné à 14 ans de prison. Il est aujourd'hui assigné à résidence. Les images des prisonniers libérés vendredi ont été retransmises à la télévision vénézuélienne. Nicolas Maduro, réélu il y a quelques jours à la tête du pays, mais avec un taux d'abstention record, fait un geste politique. Il espère ouvrir un processus de pacification. 75% de la population désapprouve sa politique, lassée par les pénuries de nourriture, de médicaments ou d'électricité. Selon l'ONG Foro Pénal, le pays compte quelques 350 prisonniers politiques, un chiffre démenti par le gouvernement socialiste. En sport, on parle de cette prise de fonction du bureau fédéral dirigé par Dickson Anguinga à la Fédération gabonaise de boxe ce matin. Reportage. Il est environ 10 h du matin à la salle nationale de boxe de Libreville quand le bureau intérimaire de la Fédération gabonaise de boxe dirigé par Dickson Anguinga ouvre ses portes afin de s'y installer. Dans les locaux, le constat est amer. Du bureau fédéral aux différentes pièces du bâtiment. Rien à voir avec un acte de vandalisme ou de mise en scène. C'est dans cet état que le bureau sortant que dirigeait Alfred Bongo Ondimba a laissé l'infrastructure nationale. Désormais aux commandes du noble art gabonais, l'équipe dirigeante de Dickson Anguinga exprime toute la désolation qui habite au sein de la discipline. Alors ce matin, nous sommes venus avec un monsieur de justice pour faire la levée des scellés, ce qui a été fait. Et puis, à notre grande surprise, nous avons constaté que, comme tout le monde, comme vous avez constaté également, les bureaux sont dans un état de délabrement vraiment avancé. C'est un bureau qui a été abandonné, le siège national a été abandonné depuis plus d'un an. Hein. Et nous sommes l'une des rares fédérations à disposer d'un siège, vous comprenez ça? Parmi toutes les disciplines au Gabon, nous sommes l'une des rares fédérations qui disposent d'un siège. Alors que le siège national, que les autres cherchent, nous avons un siège qu'on abandonne au profit de notre lieu. Je dis c'est un peu exagéré de la part du bureau sortant. La salle nationale de boxe serait abandonnée aujourd'hui par bon nombre d'entre eux au profit de la salle Johnson Okume. À cela s'ajoutent d'autres revendications qui emmèneraient l'ensemble des présidents des ligues à réclamer la destitution d'Alfred Bongo Ondimba, le changement de logo des salles nationales et le non-respect des textes. La fédération a des textes, des statuts. Ce sont ces éléments-là qui donnent au président la conduite à tenir. Et Bongo Ondimba a été destitué simplement parce qu'en un an, il a violé plusieurs fois les dispositions statutaires. Vous savez, le logo de la Fédération gabonaise de boxe existe depuis plus de 3 décennies. Le président fédéral arrive, il change le logo. En 2 ans, il change 2 fois le logo de la Fédération. Sans s'en référer à l'Assemblée générale ordinaire. Ce n'est pas les décisions familiales de M. Bongo Ondimba qui décide de changer le logo comme il veut, quand il veut. On convoque l'Assemblée générale, on soumet son projet, et si l'Assemblée générale adhère au changement de logo, ça se fait partout comme ça ailleurs. Il a changé le logo sans référer à qui que ce soit. En évoquant l'aspect d'une mise en place d'un bicéphalisme à la Fégabox, l'équipe emmenée par Dickson Anguinga n'entend pas se prêter à ce jeu. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres et restez en compagnie de nos programmes.